La parole est à Monsieur Gomes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, permettez-moi de parler de moi un peu ce soir. Mon parcours personnel et professionnel en tant que fonctionnaire de l'Éducation nationale a été marqué par la succession de grandes réformes du système éducatif. On lit d'ailleurs souvent à chaque ministre de l'Éducation sa réforme. C'est à mon entrée en seconde générale en 1970 que j'ai été confronté à ma première réforme. 1970, c'est un peu loin, c'est vrai. Mais c'est vrai pour moi, oui, c'est vrai. Celle des mathématiques avec ce qu'on a appelé à l'époque les maths modernes. En 1975, il y a eu la grande réforme Abi avec l'instauration du collège unique. En 1989, la loi d'orientation sur l'éducation de Lionel Jospin inscrivait dans son article 1 que l'éducation est la première priorité nationale. Au passage, et à ce propos, qu'il me soit permis de constater ici que traiter d'un sujet concernant l'éducation à cette heure-ci ne représente pas l'idée que je me fais d'un sujet prioritaire, en tout cas pas d'une première priorité nationale. Le symbole, ça compte aussi. En 2005, je devenais personnel de direction. Avant cela, d'ailleurs, en 93-94, alors que je devenais personnel de direction au collège, François Bayrou lançait la réforme du bac et son nouveau contrat pour l'école. En 2005, je devenais personnel de direction en lycée et la loi Fillon venait à son tour réformer le système éducatif vers une école plus efficace, plus juste, plus ouverte, disait le texte. Il y a eu aussi la réforme Payon en 2013, la réforme Mieux apprendre pour mieux réussir de Najat Vallaud-Belkacem en 2016, les multiples réformes de Jean-Michel Blanquer entre 2007 et 2022, et cette liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, c'est le choc des savoirs qui entraînera de nouveaux changements dès la rentrée prochaine. Les enseignants et les personnels de direction savent qu'ils doivent constamment s'adapter à des situations changeantes dans le temps et dans l'espace, qu'ils doivent, ou qu'ils devraient, tenir compte du contexte historique et socio-culturel de l'endroit où ils exercent, et qu'ils doivent aussi intégrer de nouvelles méthodes, de nouveaux programmes, de nouvelles instructions. Il n'empêche, les réformes générales viennent se surajouter à ces aspects et contribuent à exercer une pression qui devient permanente au cours d'une carrière. Leur enchaînement devient source d'inquiétude, d'angoisse et de lassitude au sein de la communauté éducative. Si je prends seulement l'exemple des groupes de niveau, leur mise en place va impliquer de nombreuses contraintes pour les établissements. Organisation des classes en barrette et des besoins accrus en enseignants et en salles de classe, et qui nécessite également une harmonisation du plan de formation entre les équipes pédagogiques. Pour les collèges éloignés et de petite taille, ces difficultés seront d'autant plus amplifiées que les économies d'échelle doivent être recherchées et les mutualisations seront réduites et limitées. Madame la ministre, comment envisagez-vous de prendre en compte ces spécificités et mieux contextualiser la réforme afin qu'elle puisse être effectivement et efficacement engagée par tous et pour tous? En outre, Madame la ministre, dans ces petits établissements, nous craignons que cette organisation risque de séparer les bons élèves des élèves en difficulté, avec pour conséquence de mettre en exergue les disparités et de léser la mixité scolaire.
Et de manière plus générale, Madame la Ministre, la succession des réformes, je termine, compromet leur acceptation, Je vous remercie rend de conclure. difficile leur appropriation. Je vous remercie, monsieur. On me coupe, je m'arrête, mais je Non, vous mais fais nous tenir avons la terminé conclusion surtout. de mon discours. Merci, monsieur. Merci. La parole est à Madame Cochert.